Ils sont les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. 2 décennies après en avoir été chassés par les Américains, les talibans contrôlent à nouveau Kaboul depuis hier. Regardez bien, 25 ans séparent ces deux images, le temps qu'il aura fallu aux talibans pour reconquérir le pouvoir au terme d'une offensive éclair. Ce triomphe des fondamentalistes, la déroute de l'armée afghane, la panique d'une partie de la population à Kaboul notamment, où face au chaos qui s'est emparé de l'aéroport, tous les vols civils et militaires sont toujours suspendus, mais aussi l'inquiétude des Occidentaux, le silence des Américains, l'attentisme des Russes, la bienveillance des Chinois envers les nouveaux maîtres de Kaboul. Sur tout cela, nous reviendrons tout au long de la demi-heure à venir. Édition spéciale consacrée à l'Afghanistan sur France 24. L'évacuation des personnels diplomatiques américains devrait pouvoir reprendre d'un instant à l'autre, suspendu après les scènes de panique à l'aéroport, des civils afghans qui tentent par tous les moyens de fuir leur pays reconquis par les talibans. Dans ces conditions, il est très difficile, presque impossible pour des journalistes de se rendre sur place. Une équipe de France 24 a dû rebrousser chemin à l'approche de la capitale afghane. Cyril Payen, vous êtes en ce moment à Dubaï. Vous deviez vous poser à Kaboul. L'avion dans lequel vous vous trouviez a été dérouté au tout dernier moment. Oui, Raphaël, effectivement, les 2 heures et demie de vol ont suffi à changer le destin de l'Afghanistan, qui était une république d'Afghanistan quand nous avons décollé de Dubaï avec l'équipe de France 24 et d'RFI dimanche matin, et qui est, au moment où nous devions atterrir, la capitale de l'Émirat islamique tenu par les talibans. Alors, et tout cela a évidemment changé tout, mais ce qui a été assez saisissant, c'est de tourner autour de cette ville pendant 1 heure avec cet avion qui tentait tout de même de se poser, d'attendre cette autorisation d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul avant qu'on nous la refuse. C'est de voir Kaboul sous emprise talibane. C'était en direct que cela se passait, et surtout de voir ces images extrêmement symboliques mais saisissantes de ces Chinook, de ces rotation d'hélicoptères américains qui commençaient de manière systématique à rallier leurs ressortissants américains depuis l'ambassade, depuis l'enceinte de l'ambassade américaine vers précisément l'aéroport de Kaboul. Et cela, évidemment, rappelait très très largement la même image le 30 avril 1975 avec l'évacuation à vitesse grand V dans la panique générale des ressortissants américains de l'ambassade américaine à Saïgon au Vietnam. Au-delà du parallèle, au-delà du parallèle et de la symbolique des images, évidemment, dont on se rappellera, qui font date certainement dans l'histoire comme une nouvelle déroute infligée aux forces américaines, eh bien, c'est la question. Au-delà de cela, évidemment, c'est que l'on n'avait pas du tout la même nature des combats, puisque Saïgon, c'était des combats intenses dans le sud du Vietnam, et que là, on le sait, les forces talibanes ont pénétré en quelques heures, en fait, les 3 heures qui nous séparaient, nous, Dubaï, de l'aéroport de Kaboul. Ils sont entrés pour prendre possession de Kaboul et de l'Afghanistan. Merci Cyril Payen. Sans plus tarder, direction à présent Kaboul, justement, la capitale afghane, où l'on retrouve pour France 24 Sonia Ghazali, notre correspondante. Sonia, quel est le sentiment qui domine en ce moment à Kaboul ? C'est le sentiment de peur, je dirais, puisqu'il y a une vraie crainte de l'avenir. Il y a cette incertitude qui plane sur tout l'État. Que deviendra l'État? Quel gouvernement se mettra en place? Comment sera la situation économique du pays? Et c'est cette crainte de l'avenir, cette crainte de retomber finalement dans ces années obscurantistes du régime taliban entre 1996 et 2001, qui pousse des milliers d'Afghans à vouloir fuir le pays, à vouloir se sauver. Ils veulent vraiment ne pas être plongés à nouveau dans ces années de terreur du régime taliban, puisqu'il y avait l'obscurantisme, il y avait aussi la violence et il y avait aussi la misère. Et la population afghane ne veut pas retomber dans ce système-là, bien que il est vrai qu'en Afghanistan, les chiffres ne sont pas bons quand on parle d'économie, quand on parle d'emploi. C'est un pays qui lutte contre la misère alors qu'il est plongé dans la guerre depuis plus de 4 décennies. Et la population est vraiment effrayée et elle doute énormément du discours des talibans, qui consiste à dire qu'ils ont changé, qu'ils ont évolué, qu'ils reconnaissent avoir fait des erreurs dans la façon dont ils ont gouverné dans le passé. Nous savons qu'ils mentent, c'est ce que nous disent la plupart des personnes avec qui on discute, surtout à Kaboul. Kaboul qui a vraiment beaucoup évolué, qui s'est transformé
au cours de ces dernières années avec des cafés mixtes, avec des écoles privées très très nombreuses, avec des restaurants mixtes. Donc c'est vraiment une autre vie, c'est un autre modèle de société en fait qui est porté par une partie de la population afghane, sans ignorer pour autant que la majeure partie de la population, enfin du pays, est très rurale et qu'il vit d'une toute autre façon. Vous-même, Sonia, vous trouvez actuellement à l'ambassade de France dans l'attente de pouvoir être évacuée. Oui, en effet. Alors, on est environ entre 250 et 300 ici dans l'ambassade, sur le site de l'ancienne ambassade, puisque l'ambassadeur se trouve au sein de l'aéroport militaire de Kaboul. Une partie des ressortissants français est partie le rejoindre hier. Et nous, on attend toujours d'être évacués vers l'aéroport militaire de Kaboul, normalement par les airs. On se demande juste, vu le nombre qu'on est, si on va pouvoir être évacué de cette façon ou s'il faudra prendre la route, sachant que les checkpoints sont tenus par les talibans depuis qu'ils ont investi la ville. Et donc, c'est une situation assez délicate puisqu'il y a aussi cette relation de confiance à établir avec ces talibans que l'on ne connaît absolument pas, mais qui laissent passer les Afghans qui se présentent et les Français qui se présentent ici depuis hier pour trouver refuge dans l'ambassade et afin d'être évacués. Merci Sonia Ghazali pour France 24 à Kaboul. On va continuer évidemment de suivre l'évolution de la situation avec vous sur place. Ces Français, une fois évacués, ils sont attendus notamment aux Émirats Arabes Unis où vous vous trouvez, Cyril Payen. C'est là effectivement que les ressortissants français devraient pouvoir être évacués donc d'Afghanistan. Oui, précisément, et les rotations ont commencé, en tout cas entre Abu Dhabi et la France. Il y a, à l'heure où on parle, 3 avions de transport militaires qui sont positionnés à Abu Dhabi, à quelques dizaines de kilomètres de là où on se trouve, et qui attendent précisément, et Sonia Ghazali le disait parfaitement, vu la volatilité de la situation sur le terrain, qui attendent ce fameux feu vert des autorités américaines pour atterrir à Kaboul et commencer les rotations de ces ressortissants français, dont une partie est déjà dans l'aéroport de Kaboul, et les autres, avec Sonia, une vingtaine de Français et 200 Afghans retranchés dans l'ambassade de France. Mais là, il y a une grande complexité sur le terrain, puisqu'on a vu ces scènes qui ont fait maintenant le tour du monde, totalement chaotiques et anarchiques sur le tarmac de cet aéroport militaire de Kaboul. Les forces de sécurité américaines déployées en force qui tirent en l'air, qui ont même peut-être, c'est à confirmer, abattu 2 hommes armés autour de l'aéroport ce matin, qui ont donc stoppé toutes ces rotations. Il n'y a plus aucune activité aérienne d'entrée ou de sortie depuis l'aéroport, ce qui complique les choses et qui complique évidemment les choses pour le transfert des ressortissants étrangers qui attendent, et puis des Afghans qui sont mis sous protection des pays occidentaux qui doivent les rapatrier et leur donner asile. Merci Cyril Payen avec nous en direct d'Abu Dhabi. Face à l'accélération des événements, les réactions, elles vont de l'inquiétude côté occidental à l'attentisme de Moscou jusqu'à la bienveillance de Pékin envers le nouveau pouvoir taliban. Je vous propose de voir résumées en images les principales réactions à la prise du pouvoir des talibans. Les talibans s'installent à Kaboul et les évacuations de ressortissants étrangers s'accélèrent. L'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Union européenne et certains de ses États membres ont fermé leurs ambassades et commencé à rapatrier leur personnel par voie aérienne sous le regard de Joe Biden depuis Camp David. Le gouvernement américain a publié une déclaration commune avec plus de 60 pays pour appeler au calme et au départ en toute sécurité des ressortissants étrangers, mais aussi des Afghans qui veulent partir. Le peuple afghan mérite de vivre en sécurité et dans la dignité. Nous, membres de la communauté internationale, sommes prêts à les aider. D'autres pays adoptent une stratégie à l'opposé. La Russie a décidé de maintenir l'activité de son ambassade à Kaboul et se montre confiante, tout comme la Chine, qui se dit prête à approfondir ses relations avec les talibans. La Chine respecte le droit du peuple afghan à déterminer de manière indépendante son destin. Nous sommes prêts à continuer à développer des relations amicales et à jouer un rôle constructif dans la paix et la reconstruction du pays. Alors que les Afghans fuient leur maison, certains s'inquiètent des flux migratoires déjà en cours, comme le président turc Erdogan.
Le Pakistan a le devoir vital d'apporter la paix et la stabilité en Afghanistan, où les conflits se sont intensifiés récemment. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dissiper les craintes que l'instabilité croissante ne déclenche une nouvelle vague d'immigration en provenance d'Afghanistan. Un conseil de sécurité de l'ONU se tient ce lundi sur la situation en Afghanistan. Le secrétaire général Antonio Guterres, particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles, a appelé dimanche les talibans et toutes les autres parties afghanes à la plus grande retenue. Un conseil de sécurité qui se réunit donc en ce moment même au siège de l'ONU à New York, où l'on retrouve pour France 24 Fanny Chauvin. Quelle réaction du conseil de sécurité à ces événements, Fanny ? Eh bien, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur inquiétude et demandent la fin des violences. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'inquiète particulièrement de la violation des droits de l'homme et particulièrement du sort futur réservé aux femmes et aux jeunes filles. Il a aussi appelé la communauté internationale à accueillir les réfugiés afghans. La représentante des États-Unis à l'ONU a admis et a promis d'être généreuse avec les visas spéciaux attribués aux Afghans qui ont collaboré avec les États-Unis. On parle de 30 000 visas qui seraient délivrés pour ces Afghans. Quant à la reconnaissance du gouvernement taliban, la majorité des pays de la communauté de l'ONU ne reconnaissent pas le groupe des talibans et c'est une organisation terroriste. Le représentant de l'Afghanistan à l'ONU appelle les pays à ne pas reconnaître ce gouvernement taliban. L'ONU appelle aussi appelle les talibans à ne pas s'opposer aux missions d'aide humanitaire sur place. Les talibans se sont engagés à ne pas interférer dans cette aide humanitaire. Et pourtant, il y a 2 semaines, un agent de sécurité de l'organisation de l'ONU a été tué par balle à Herat. On attend aussi une prise de parole de Joe Biden. Que doit dire le président américain ? Effectivement, la pression a monté ces dernières heures pour une prise de parole. C'est sûrement le chaos à l'aéroport de Kaboul qui a précipité le retour de Joe Biden à la Maison-Blanche. Il va devoir s'expliquer. Les républicains et les médias se demandent comment l'administration n'a pas vu venir cette victoire éclair des talibans. Il y a encore à peine un mois, Joe Biden affirmait que le gouvernement afghan pouvait se battre et défendre le pays face aux talibans avec une armée de 300 000 soldats. Aujourd'hui, les services de renseignement admettent leur erreur de calcul, mais ils tentent aussi de se justifier. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, se dit déconcerté par la faiblesse de l'armée afghane face aux talibans. Mais certains membres du Congrès demandent plus d'explications sur cet échec. Les républicains admettent que rendre responsable Joe Biden de cette humiliation pour l'Amérique. Pour Kevin McCarthy, le leader républicain à la Chambre des représentants, cette défaite devrait renforcer la Chine et affaiblir les États-Unis dans le monde. Mais les conséquences politiques pour Joe Biden restent encore incertaines. Bien sûr, il voulait éviter une image de défaite avant la commémoration des 20 ans du 11 septembre. Mais la victoire des talibans a tout changé. Joe Biden n'empêche réaffirmer son choix de retirer les troupes d'Afghanistan. Il va dans le sens de l'opinion publique. La majorité des Américains souhaitent le retour des soldats américains au pays. Merci Fanny Chauvin avec nous en direct de New York. Depuis mai, l'annonce du retour progressif des troupes de l'OTAN et des États-Unis, les talibans sautent à l'offensive. Une avancée qui s'est même accélérée ces 10 derniers jours avec la chute de Kaboul hier. Ils se mettent en scène sur la tribune du Sénat à Kaboul. Tout un symbole. Les talibans désormais au pouvoir en Afghanistan. En 4 mois, ils ont reconquis le pays. Pourquoi est-ce allé si vite ? Quand le retrait des troupes américaines est annoncé, les talibans chassés il y a 20 ans sont galvanisés et commencent leur offensive dans le nord du pays. Souvent accueillis comme des libérateurs par une partie de la population lassée de la présence des Américains. Les combattants talibans sont environ 70 000. En face, l'armée afghane est un peu plus nombreuse, mais ne peut ou ne veut pas se battre.
L'armée afghane n'a pas tenu. L'armée afghane, dont on sait qu'elle a été formée par les Alliés, par les Américains et d'autres, beaucoup d'armements étaient passés aux talibans et que donc l'armée a décidé de ne pas se battre, en particulier parce qu'elle n'était pas soutenue non plus par un gouvernement dont tout le monde sait qu'il était très corrompu. Pourquoi les Occidentaux se retirent-ils ? Officiellement, l'objectif de lutte contre le terrorisme est atteint. Selon Joe Biden, les États-Unis n'étaient pas intervenus pour construire une nation. Il est donc temps de retirer les dernières troupes. Selon les experts, c'est surtout un aveu d'échec face à une situation de plus en plus intenable pour les Occidentaux. Les Américains, aujourd'hui, n'ont plus les moyens de mener encore pendant 20 ans cette guerre qui n'a servi à rien. Ces dépenses somptuaires de 2000 milliards de dollars qui ont été non seulement complètement gaspillées, mais qui ont été bouffées par les élites afghanes. Quelle vie sous le régime des talibans ? Depuis le début de leur offensive, ils répètent une communication qui se veut rassurante, promettent qu'il n'y aura pas d'exaction. Mais dans les zones nouvellement conquises, ils sont déjà accusés de meurtre de civils, de décapitation et de non-respect des droits des femmes, comme en témoignent ces réfugiés. 2 filles étaient dans un tuk-tuk pour rentrer chez elles après les cours. Elles ont été arrêtées et fouettées parce qu'elles portaient des sandales. Reste à savoir comment ils vont faire appliquer la loi islamique à Kaboul, une ville de 6 millions d'habitants, très jeune et très connectée, qui s'est beaucoup modernisée en 20 ans. Alors que faut-il attendre maintenant que l'Afghanistan est à nouveau contrôlé par les talibans? On va en parler avec, ici même à mes côtés, le chroniqueur international de France 24, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Également avec nous Pierre de Jong, conseiller en affaires stratégiques, professeur associé à l'école de guerre économique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes surpris par le succès de cette guerre éclair des talibans? Personnellement, non, pas du tout, parce que depuis l'annonce quasiment officielle des Américains de leur départ, enfin ils ont planifié leur départ tout simplement, ils l'ont annoncé officiellement, donc dès lors qu'ils avaient annoncé ce départ, il n'y avait aucune raison que les talibans attendent l'arme au pied, que le pouvoir en place leur ouvre les portes. Donc encore une fois, la mécanique s'est mise en route extrêmement rapidement, sachant que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que les talibans qui viennent du Sud, c'est un système qui est qui est très, très cohérent, très bien organisé, très cohérent, armé de façon assez, je dirais, rudimentaire, et donc on a un système qui est relativement efficace. Donc dès lors que les Américains avaient annoncé ce départ, il n'y avait aucune raison que ça traîne, entre guillemets. Bruno Darou, aucune raison que les talibans n'attendent l'arme au pied après l'annonce du retrait américain. Pour autant, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils reconquièrent aussi rapidement la quasi-totalité du territoire? Alors aussi vite, honnêtement, ça a surpris quand même la plupart des observateurs. Quant aux Américains, les services de renseignement estimaient que si les talibans devaient reprendre Kaboul, ça se ferait dans un délai de 6 à 18 mois, je crois. Ils allaient jusqu'à 18 mois. En tout cas, l'espoir de Joe Biden, qui a été cruellement déçu, c'était que le retrait américain serait achevé longtemps avant que les talibans ne reprennent Kaboul. Ça n'a pas marché du tout. Donc soit le renseignement américain a en partie failli, soit les talibans sont allés quand même plus vite. Effectivement, ce n'était pas étonnant qu'ils n'attendent pas l'arme au pied que les Américains aient dégagée en quelque sorte. Mais de fait, il y a eu quand même une progression éclair à travers tout le pays. Donc plusieurs facteurs peuvent expliquer ça, notamment le fait que, évidemment, l'armée afghane, même si elle avait bénéficié de beaucoup d'argent, visiblement beaucoup de cet argent n'est pas allé où il devait aller. Il y avait aussi un problème quand même de formation, notamment des officiers. Il y avait un problème de défiance entre le commandement militaire et le pouvoir politique, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de changements de domination, évidemment, ce qui n'aide pas à la cohérence d'une armée. Puis il y avait une question de morale un peu affaissée, de manque de motivation, sans doute liée en grande partie à la corruption, et de manque d'envie de servir un État qu'on ne respecte pas. Alors, parmi les pays membres de l'OTAN, l'Allemagne attribue la situation au retrait américain. Pour le parti d'Angela Merkel, il s'agit même de la plus grande débâcle de l'OTAN depuis sa création. Écoutez, le candidat à la succession d'Angela Merkel à la chancellerie, le chef du parti conservateur Armin Laschet. Il est évident que cet engagement de la communauté internationale n'a pas été couronné de succès. C'est la plus grande débâcle que l'OTAN ait connue depuis sa création, et c'est un changement d'époque auquel nous sommes confrontés. Pierre de Jong, on va vers des règlements de compte internes à l'OTAN?
Alors probablement, hein. Enfin, il faut savoir qu'il y a quand même, je veux dire que le positionnement de l'OTAN, comment dire, en Afghanistan était principalement quand même américain, il faut quand même le reconnaître. Le problème, c'est le choc que ça a constitué. C'est un choc politique absolument considérable. Mais en fin de compte, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que l'armée afghane, il n'y a pas eu de résistance. L'armée afghane était relativement bien équipée par les Américains. On l'évalue à peu près, en gros, à 300 000 hommes. Mais c'est une armée qui était une armée fantôme, donc une armée qui n'existait pas. Et malheureusement, si vous voulez, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, les talibans menaient les négociations depuis plusieurs mois avec les seigneurs de la guerre, avec les grands chefs de province. Dès lors que vous avez ces conditions politiques, si vous voulez, localement en Afghanistan, le système militaire ne tient pas. Le système militaire est efficace que dès lors que le pouvoir politique est d'accord avec une forme d'intervention. Dès lors que vous avez le système des provinces qui s'effondre, à l'exception, encore une fois, du Nord, hein, des Tadjiks, etc. Mais dès lors que le système, que le pays n'est pas d'accord pour une présence, ben, ça va très vite. Vous savez, je prends référence à un conflit que je connais bien, c'est la guerre du Vietnam. Lorsque les Américains ont connu ça au Vietnam, à Saigon, en 1975, personne n'aurait imaginé qu'ils quitteraient comme ça le Saigon en catastrophe avec le dernier hélicoptère, etc. C'est toujours la même chose. Les Français ont connu ça également durant la bataille de Lang Son en 1850, hein, lorsqu'on a abandonné la ville. Ce que je veux dire, c'est que dès lors que l'échec du nation building, comme ça on va dit. Très vite. Pardon ? C'est l'échec du nation building, comme on dit. Oui, parce que, encore une fois, je pense que vous savez, l'Afghanistan, au-delà des difficultés militaires représentées par le terrain, etc., mais c'est un pays qui est réfractaire à toute forme de présence étrangère sur son sol. Donc je pense que dès le départ, il y avait, comment dire, un misfit, il y avait une erreur d'appréciation. Donc c'était impossible de tenir. Alors on peut emmener l'OTAN, les Américains ont entraîné l'OTAN parce que, rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, on recherchait Ben Laden. C'est ça l'objectif. Et c'est vrai que l'attentat sur les tours jumelles avait été tellement important, l'ensemble de la planète, et l'OTAN particulièrement, s'était engagé dans la recherche de ce grand criminel. Donc dès lors qu'on l'avait trouvé, on aurait peut-être dû partir. On est resté 10 ans de trop, c'est ce que vous semblez dire. Pardon ? On est resté 10 ans de trop, c'est ce que vous semblez dire. Oui, à peu près. Oui. Dès lors que Ben Laden avait été attrapé, la mission était accomplie, il fallait partir. Mais vous savez, c'est très difficile pour des pays comme les États-Unis de quitter un pays. Même, encore une fois, la France, en Afrique, c'est toujours compliqué. Globalement, si vous voulez, d'arrêter, si vous voulez, une intervention. C'est plus confortable. Donc, encore une fois, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est l'Afghanistan est au centre d'un grand jeu diplomatique mondial. Quand vous voyez les voisins de l'Afghanistan, avec l'Iran, avec la Chine, avec évidemment le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, etc., on voit que dans cette partie du monde, il va se passer des choses dans les mois, dans les années qui viennent. Et malheureusement, au-delà du départ de l'OTAN, qui est à la limite un épiphénomène, le problème, c'est vraiment la révélation de la faiblesse des États-Unis. Et ça, c'est un très grand choc dès lors que le système diplomatique mondial se remet en place avec une Chine en pleine expansion et évidemment plein d'autres. On va y revenir. On va y revenir dans un instant. Mais arrêtons-nous sur l'Afghanistan, Bruno Darou, et ces talibans désormais au pouvoir. Que sait-on des principaux dirigeants talibans ? Alors, les talibans, on estime d'abord qu'il y a selon les estimations, entre 70 et 85 000 combattants face à une armée quand même qui, officiellement, sur le papier, alignait 300 000 hommes. Donc, officiellement, on était quand même dans un rapport de 1 à 4. Alors, les nouveaux hommes clés de l'Afghanistan, de fait, puisque ce sont les hommes forts des talibans, voilà, on les voit là. Il y a d'abord le Mollah Baradar, qui est un peu la figure dominante actuellement. C'est lui qui s'est exprimé hier depuis le palais présidentiel dans des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Voilà, absolument. C'est le cofondateur du mouvement avec le Mollah Omar. Donc, c'est un peu les talibans canal historique, hein, si vous me permettez l'expression, des années 90. Mais cela dit, ça existe. Hein. Il y a eu des tensions générationnelles à l'intérieur même des talibans ces dernières années qui ont été plus ou moins résolues. Il est également il était chef de la délégation talibane à Doha. Donc, il a joué un rôle important, notamment dans les négociations avec les Américains. Il y a ensuite le Mollah Heibatullah Akhundzada qui officiellement dirige les talibans depuis 5 ans, depuis mai 2016. Alors lui, c'est une personnalité plus discrète, c'est un théologien, fils de théologien, et donc c'est le dirigeant officiel des talibans.
Pour l'instant, il est assez discret, mais il va jouer évidemment un rôle assez important. Également à citer le mollah Yacoub, qui est lui le fils du mollah Omar, donc le dirigeant historique des talibans, qui préside la commission militaire. Et puis enfin, ne pas oublier Sirajuddin Haqqani, fils de son père, qui avait créé les réseaux Haqqani très puissants, considérés par les États-Unis comme un groupe terroriste. Lui, c'est le numéro 2 de la commission militaire et c'est un proche des services secrets pakistanais. Alors justement, le Pakistan et la Chine, deux voisins très présents. Vous l'avez dit, Pierre de Jongle, la Chine a des visées dans cette région. De ce point de vue-là, des contacts ont été pris très tôt avec les dirigeants talibans. On peut s'attendre à ce que Pékin cherche à stabiliser ce pouvoir dans son propre intérêt économique ? Il y a 3 acteurs étrangers à l'Afghanistan qu'il va falloir suivre, je dirais, au millimètre. La première, évidemment, c'est la Chine qui a un intérêt. C'est les routes de la soie passent par l'Afghanistan. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui stratégique pour la Chine à mettre un pied ou en tout cas à apparaître comme un partenaire crédible à l'Afghanistan, à sa reconstruction, à ses appuis. Et de toute façon, l'Afghanistan a besoin, les talibans ont besoin d'avoir des appuis diplomatiques. Et dès lors que vous avez des Chinois dans la boucle et qu'on vous aide, je veux dire que c'est quelque chose qui va vraiment les aider. Les 2 autres acteurs qu'il ne faut pas oublier, le deuxième c'est la Russie qui joue un rôle très particulier, qui a fait des annonces relativement discrètes avec Zamir Kadyrov qui a annoncé déjà qu'ils étaient rentrés en négociation avec les talibans pour trouver des solutions. Ça, c'est un des grands paradoxes quand on se rappelle du départ en accéléré de la Russie de l'Afghanistan. C'est relativement intéressant. Et le troisième pays, c'est le Pakistan, qui a toujours eu une relation assez proche des talibans, sachant que les talibans sont des Tadjiks. Il ne faut jamais oublier que les talibans sont proches du Pakistan. Le Pashtun, tant pour moi, ils sont Pashtuns. Ils ont toujours cherché globalement les Pakistanais à avoir des relations avec l'Afghanistan, considérant que l'Afghanistan était un peu l'arrière-pays, l'arrière-cour du Pakistan. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette solution est jouable. Je veux dire que c'est jouable. Les Afghans, les talibans ont clairement besoin aujourd'hui d'avoir cette profondeur stratégique également de leur côté. Donc je pense qu'il va se nouer des relations tous azimuts qui vont nous surprendre. Ce que je veux dire, c'est que ces relations, elles vont exister, elles existent déjà, elles vont être ténues. Le problème là-dedans, c'est le fait que les États-Unis et les Européens, d'une façon indirecte, sont éjectés de la zone, à part la Russie qui, bien sûr, risque de faire une entrée peut-être un peu fracassante dans cette partie du monde. Donc, encore une fois, c'est ce que j'appelle, moi, le grand jeu diplomatique international dans lequel, encore une fois, les États-Unis ont été éjectés. C'est ça le drame et la vraie question qu'on peut se poser depuis que les talibans ont pris Kaboul hier. Merci Pierre de Jongle, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci également à vous, Bruno Darroux, et merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.